joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play.
joints on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. There's a joint on a corner where the big boys play.
find a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. There's a joint on a corner where the big boys play. Oui, j'aime le vin blanc. Déjà le clos Vougeot, déjà c'est comme la base. Le Haute-Côte de Nuit, Haute-Côte de Beaugne. Peut-être que je vais mélanger avec les fromages, hein, mais AOP, AOC, non? Oui, bien sûr, je connais en blanc le Saint-Romain, la Ligotée, Meursault, Pommard. en rouge le Pommard, le Nuit Saint-Georges. Moi je connais Ruilly, Bouzeron, Chassagne-Montrachet. Chassagne-Montrachet, Puigny-Montrachet, Acheconois. Alors pas forcément. À part les viticulteurs, ceux qui mettent, Je sais plus les noms. Viticulteur, Oula, pas tant que ça finalement. ceux qui mettent en bouteille, tout ça, mais les noms, je sais pas trop sur les noms par contre. Il y a aussi tout ce qui se passe en cuve, en cuverie. Donc là je connais un peu moins, mais il y a des choses intéressantes j'imagine. ensuite un caviste. Ouais, mais je connais pas assez le métier pour vous en parler. Bon, il y en a certainement d'autres, mais ça ne me vient pas là à l'esprit tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cet événement spécial organisé pour fêter le premier anniversaire de Vita Bourgogne en ce mercredi 8 septembre. Vous allez voir à quel point cette filière vitivinicole est unie en Bourgogne et vous allez pouvoir mesurer à quel point tous les acteurs de la filière travaillent main dans la même dynamique. Je suis d'autant plus ravi d'être avec vous aujourd'hui que nous allons avoir l'occasion de discuter, d'échanger avec les invités qui vont se succéder à travers ces tables rondes.
autour des métiers de la vigne et du vin. Alors beaucoup les méconnaissent, on vient de le voir à l'instant à travers le micro-trottoir, mais on est là pour vous redonner quelques éclairages. Alors, au programme de ce rendez-vous, nous allons parler avenir des métiers de la filière, nous allons donner la parole aux jeunes, aux salariés, aux employeurs, nous évoquerons l'emploi, la formation, les nouvelles technologies en cette période superbe, la plus belle de l'année, diront certains, celle des vendanges qui démarre d'ici quelques jours pour certains. Thibaut Hubert, président de la CAVB, bonjour. Bonjour. Albéric Bichot, président de l'UMVGB, bonjour. Bonjour. Et puis François Labbé, président du BIVB, bonjour. Bonjour. Sans plus tarder, je vous propose de lancer cette première table ronde avec nos 3 invités présents, une filière unie autour de l'avenir de ces métiers. Thématique ô combien intéressante et qui va l'être encore davantage avec les invités qui m'entourent. Pour rappel, la filière vitivinicole en Bourgogne, c'est plus de 4500 domaines, 400 maisons, 17 caves coopératives. Elle représente 2,8% du PIB de la région et emploie plus de 45 000 personnes, emplois directs et indirects, hors vendangeurs évidemment. Alors ça représente tout de même 7% d'emploi total en région Bourgogne-Franche-Comté. Ça parle un peu plus quand on l'amène comme ça. Depuis plusieurs années, les organisations professionnelles reçoivent de la part des domaines, caves et maisons de Bourgogne un message alarmant, on va droit au but. La pénurie de candidats pour des emplois salariés. C'est dans ce contexte qu'est née Vita Bourgogne, on va en parler, copilotée par les familles de la filière, que sont donc la CAVB et la FNEB, avec le soutien opérationnel et financier du BIVB. Pour rentrer dans le sujet, tous les 3, ma question est directe. Combien de postes? Quel est le nombre d'emplois à pourvoir? Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail en termes de recrutement et de typologie des métiers? Écoutez, si on fait un point au jour d'aujourd'hui sur Vita Bourgogne, je crois qu'il y a plus de 600 demandes, 600 offres d'emploi disponibles. Vous en avez parlé, le constat il est venu en fait des maisons et des producteurs eux-mêmes qui nous faisaient remonter qu'ils avaient d'énormes problèmes de recrutement. Donc on a lancé une enquête en 2019 conjointe au sein de nos familles. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin de 700 personnes, de 700 postes qui étaient à pourvoir au sein de nos entreprises. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on fasse absolument quelque chose. Il était urgent de faire quelque chose. Constat partagé, Albéric Bichot? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une vraie pénurie. Alors, pourquoi? Ça, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais on est aussi dans un bassin d'emploi. Alors, peut-être pas sur toute la Bourgogne, mais si on regarde ne serait-ce que Beaune et alentour, il y a un taux de chômage très faible et on s'en réjouit. Mais il y a certainement, ça ce serait bien qu'on en parle aussi, une méconnaissance des métiers de notre filière. C'est certain. Vous partagez et peut-être une appréhension, oh le métier du vin, c'est peut-être compliqué. François, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce que nous dit Albéric Bichot là, sur la méconnaissance du métier, des métiers. Oui, bien sûr. Pour le commun des mortels, c'est un métier d'extérieur, donc c'est un métier difficile. Mais aujourd'hui, évidemment, s'il pleut, c'est toujours compliqué d'aller dehors. Mais c'est un métier intéressant parce que on va conduire la production de la récolte du début à la fin. On va voir pousser la vigne, on va voir sortir les raisins, on va voir mûrir les raisins, on va les vendanger, on va les récolter, on va faire du vin. Et tout ça, c'est assez extraordinaire. Parce que c'est à la fois les métiers dans la vigne, où on a besoin effectivement de compétences, de collaborateurs, mais aussi à la cave, comme on dit. À la cave, pour l'élevage des vins, le métier de caviste, par exemple, le métier même d'opérateur pour préparer les commandes. Et là, enfin, on va en reparler, mais là, c'est plus du tout le métier d'il y a 30 ans ou d'il y a 50 ans. Les conditions sont complètement différentes et beaucoup plus passionnantes et attractives aujourd'hui. Mais ça, on va vous l'expliquer. Dans des métiers qui évoluent aussi, alors on va le voir dans les tables rondes qui vont suivre, et puis on aura aussi des jeunes qui viendront témoigner de leur métier et de leur passion. On a des jeunes aussi qui sont passionnés de travailler pour la filière dans les différents métiers. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, Thibaut Hubert, sur les emplois à pourvoir. Je crois que Vita Bourgogne a mis en place des outils, notamment une page qui regroupe les emplois à pourvoir. Sur la slide suivante et qui va s'afficher, donc effectivement, on retrouve les 600 offres d'emploi publiées. Il faut savoir que 5500 candidats ont répondu présent, c'est-à-dire que le site Vita Bourgogne, ça y est, commence à entrer dans les mœurs, dans les habitudes. À ce jour, 180 offres d'emploi restent encore à pourvoir, donc autant de structures qui recherchent leurs salariés. Sur ce site, une parenthèse quand même, 35 000 utilisateurs du site, 57 000
connexion. J'aimerais creuser du côté de Vita Bourgogne. Cette structure qui est très récente puisqu'on fête son premier anniversaire et qui marche déjà autant, qui cartonne comme on dirait. Oui. Comment vous l'expliquez ce succès là tous les trois? C'est que ça répond à un réel besoin. Que ce soit de notre côté en tant qu'employeur, que ce soit des maisons ou des propriétés, mais aussi, voilà, enfin, on a pu communiquer autour de nos métiers. Et alors, la première étape avant Vita Bourgogne, la première étape qu'on a faite quand même, c'est quand même de mettre en place les formations adaptées à la viticulture d'aujourd'hui. Parce que, comme on l'a dit, la viticulture a évolué. Effectivement, on n'est plus à 100% les 100 jours par an ou 365 jours par an dehors. Aujourd'hui, on a du matériel de plus en plus performant, que ce soit du matériel viticole comme à la cave. On a besoin de gens qui ont des compétences en informatique, en maintenance, etc. Donc, il a fallu déjà réorganiser la formation pour pouvoir promouvoir les formations, pour après faire rentrer les jeunes et faire adhérer les jeunes à ces formations pour qu'ils viennent après et qu'on puisse les retrouver, nous, dans notre vivier d'emploi. Donc ça a été la première étape et je pense que c'est aussi, ça contribue énormément au succès de Vita Bourgogne. Parce que sur Vita Bourgogne, vous avez certes toutes les offres qu'on peut déposer nous, mais vous avez aussi toutes les offres de formation qui vont avec. Et le jeune qui aujourd'hui se cherche un petit peu, s'il a envie de se rapprocher d'un métier où justement tous les ans on a un nouveau bébé qui arrive, eh ben, il peut trouver la formation qui soit adaptée à sa recherche. On exhorte vraiment tous ces jeunes à aller voir Vita Bourgogne, à aller rentrer sur le site. Vous allez voir, c'est une plateforme, c'est quasiment infini. Effectivement, la formation, les offres, c'est vraiment une mise en contact, une mise en relation entre l'offre et ce qu'on espère, une future demande. Albéric Bichot, vous partagez le constat de Thibaut Hubert sur le 100%. fait que les métiers évoluent, les nouvelles technologies arrivent, et du coup, les besoins ne sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a 10 ou 15 ans. Oui, si on prend le métier de tractoriste. Tractoriste, c'est un conducteur de tracteur, mais pas que conducteur. Alors, c'est pas les tracteurs à la papa d'il y a 20 ou 25 ans. C'est des rôles de technologie, de travail de précision, et en plus des métiers qui sont très bien rémunérés, on peut le dire aussi. Alors Vita Bourgogne communique, et communique un peu différemment aussi. Hein. On a une communication disruptive avec les slogans « Allez, viens, on a tous un grain ». On n'aurait jamais vu ça il y a quelques années en arrière, ça interpelle, mais du coup, on en parle. Et on a l'impression que dans vos campagnes de communication, vous mettez en valeur plus ou davantage l'humain que le produit ou les domaines. Place aujourd'hui à l'humain dans la com? Place à l'humain, place au sens aussi que tous ces métiers peuvent apporter. On le voit aujourd'hui, les 20-30 ans, on est en quête de sens, pas uniquement en quête de travail. Et le sens de la vigne, du produit, de la convivialité, de la gastronomie, de cet art de vivre à la bourguignonne ou à la française, c'est quelque chose aussi sur lequel on doit appuyer pour attirer, et d'une manière tout à fait légitime et objective. François Labbé, vous partagez ? Oui, totalement. Il y a également le fait que la viticulture, donc en amont, a changé assez radicalement au niveau des méthodes de production. Aujourd'hui, une grande partie du vignoble est convertie en viticulture bio ou même biodynamie. La lutte intégrée, donc, quasiment la première phase de ces nouvelles approches est aussi quelque chose qui existe dans toute la région, et ça va dans l'air du temps, et ça va dans ce que les jeunes gens recherchent aujourd'hui. Les jeunes gens recherchent un certain confort de travail dans une entreprise qui est respectueuse de l'environnement. Et toutes nos entreprises aujourd'hui sont conscientes de ce challenge et font tout pour aller vers des modes de production viticole ou de production viticole en aval qui soient le plus propre, le plus respectueux possible de la nature. Je rajouterais quant à la nouvelle communication, un peu, qui est quand même effectivement, qui bouscule un peu le genre, notamment en termes d'emploi. Mais on est aussi dans une région, la Bourgogne, ça fait rêver énormément de gens dans le monde entier, quoi. Mais on est aussi des fois un peu trop mythique. Donc il fallait aussi qu'on casse un peu les codes à ce niveau-là. Parce qu'on devenait peut-être presque un peu trop mythique pour que les gens n'osent plus venir chez nous, quoi. Donc voilà, ça, Vita Bourgogne et cette communication un peu décalée, c'était aussi pour ça. Pour dire, attendez, voilà ce que c'est. Aujourd'hui, la Bourgogne, ça fait rêver du monde. Tous les ans, on est obligé de se remettre en question sur nos vinifications, sur nos méthodes culturelles. Aujourd'hui, on a un virage, François l'évoquait, au niveau du verdissement et de l'adaptation au changement climatique. On a des défis techniques hyper importants et passionnants.
Il faut qu'on passe bien ce virage. Et tout ça, à travers cette communication un peu nouvelle, on essaie de le transmettre. On a une dynamique économique folle en ce moment. On a de la chance. On a des régions de France au niveau affaires qui marchent très très bien. Tout le monde veut des vins de Bourgogne. C'est gage de notre qualité. C'est gage du travail qu'on peut mener dans nos maisons et dans nos domaines. À nous maintenant de le transmettre et d'inviter les jeunes à venir voir comment ça se fait, quoi. Et voilà, l'appel est lancé, hein. Tous les potentiels motivés. Alors je fais un constat également, on est dans une société où on a vite fait de crier au loup quand ça ne va pas. On voit que la filière chez vous s'organise, sait se saisir des sujets en s'avérant elle-même force de proposition, en proposant déjà les solutions. Ça c'est une organisation, mais ça veut dire aussi qu'il y a une bonne entente entre les différents acteurs de cette filière. Bien sûr, il y a une bonne entente parce qu'on fait le même métier. On fait le métier du vin. Alors peut-être certains plus dans la production, d'autres plus dans la distribution, la commercialisation, l'élevage, mais peu importe, on est tous, c'est clair, dans le même bateau. Et ce produit magnifique du vin devient en plus un produit de plus en plus éthique aussi. Éthique. On le voit dans certaines de nos entreprises, il y a une démarche aussi de responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, du sens, mais du concret. Ces métiers proches de la nature aussi, ça, on veut aller séduire les jeunes aussi là-dessus. On voit en discutant avec vous à quel point Vita Bourgogne fédère et est intéressant à la fois sur la forme et sur le fond. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est financée cette structure. On va poser les cartes sur table, sans évoquer forcément les montants, mais au moins les proportions. Qui participent à ce financement et dans quelle proportion? Thibaut ? Oui, moi je veux bien prendre... Et je pense que ça contribue au succès de Vita Bourgogne. C'est que 40% du budget de Vita Bourgogne, c'est les professionnels et la filière qui l'assument, à travers l'interprofession et à travers nos deux familles, que ce soit les producteurs comme les négociants. Donc là, et je pense que c'est là aussi, le reste, c'est la région, Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a aidés. Et puis le FSE, donc c'est des fonds de sociaux européens qui ont adhéré au projet. Parce que quelque part, si on regarde, on a créé un pôle emploi à Vignes, quoi. Donc c'est une mission quelque part régalienne de l'État à laquelle on l'a pris à bras le corps parce qu'il fallait qu'on aille plus vite, il fallait qu'on casse les codes, etc. Et si on a un taux de financement, que ce soit de la région ou du fonds européen aussi important, c'est parce qu'ils ont vu qu'on était impliqués. C'est nouveau et ça marche. Donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la filière à 40% et puis la région et des fonds européens qui financent Vita Bourgogne. Et on voit même ça est en train peut-être de faire des petits. Il y a d'autres régions viticoles qui vont s'appeler Vita Cognac, Vita Bordeaux, je ne sais pas. Et ça, c'est certainement des pistes d'avenir que des initiatives privées en relation avec l'État, entre guillemets, c'est comme ça qu'on va y arriver. L'État tout seul ne connaît pas forcément nos problèmes. Nous, tout seuls, sans les financements, c'est compliqué. Donc en y allant tous ensemble, c'est sûrement une clé de la réussite. François Labbé, au titre de président du BIVB. Ah oui, bien sûr, et le BIVB fédère, mais le BIVB, je rappelle, c'est l'union des deux familles. Et Albéric vient de le dire, c'est cette expérience Vita Bourgogne est en train d'interpeller beaucoup de gens, en particulier les pouvoirs publics, qui s'aperçoivent que les filières professionnelles organisées peuvent elles-mêmes suppléer à un déficit de Pôle emploi, parce que bon, c'est une grosse machine qui n'a pas la capacité toujours de cibler précisément les besoins des entreprises ou de ces mêmes filières. Et ça, c'est un élément très très intéressant et très important. Merci infiniment, messieurs, pour ces premiers éléments. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. On va continuer avec une deuxième table ronde, les métiers vus par ceux qui les vivent, du concret, du terrain, de l'authentique, bref, tout ce qui fait ce métier. Et on continue avec une deuxième table ronde intitulée « Les métiers vus par ceux qui les vivent ». 3 invités. Jade Deloge, salarié viticole et futur tractoriste, on va en parler dans un instant. Johan Martinello, caviste en chef du côté de Nuit-Saint-Georges. Et Laurane Godec, responsable communication CAVB et coordinatrice Vita Bourgogne. Alors, vous allez le voir,
nos invités, dont les visages vous sont peut-être déjà familiers, puisque vous les avez forcément déjà vus si vous vous intéressez à Vita Bourgogne. Ils ont été choisis, sélectionnés pour réaliser des vidéos, et on va en parler avec Laurane Godec. Laurane, premièrement, pourquoi avoir choisi cette stratégie de communication avec des portraits et la mise en valeur de salariés qui travaillent dans cette filière? Eh bien, Vita Bourgogne a été créée à l'appel des professionnels employeurs qui ont du mal à recruter sur les métiers salariés de la vigne et du vin. Il nous semblait important déjà de porter une analyse sur ces difficultés de recrutement et au travers des diagnostics qu'on a pu établir en amont du programme Vita Bourgogne, on s'est aperçu qu'une des grosses problématiques, c'était vraiment la méconnaissance du grand public par rapport aux métiers salariés de la vigne et du vin. On a pu le voir avec le petit micro-trottoir qu'on a vu tout au début de cet événement. Donc, parler des métiers salariés, qui de mieux que les salariés eux-mêmes pour en parler? En plus, Vita Bourgogne a vraiment pour vocation non seulement de faire connaître ces métiers, mais aussi de porter un regard qui est l'humain qui est dans les vignes. On a l'habitude de connaître le produit, on parle très bien du produit. C'est un produit qui est connu, renommé dans le monde entier, il y a du savoir-faire, il y a de l'authenticité. Mais les gens qui font le vin, cette convivialité, toute cette philosophie, cette passion qu'il y a derrière dans tous ces métiers-là, pour nous, c'était essentiel de faire passer ce message-là pour justement peut-être susciter de nouvelles vocations. Eh bien justement, on va demander aux intéressés, Jade et Joanne, ce que ça fait d'être médiatisé. Joanne, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. C'est ça. Vous avez été affiché en 4x3. Les gens vous reconnaissent? Oui, beaucoup. Des proches qui me voient, et souvent on m'envoie même des photos de moi en 4x3 dans Dijon ou aux alentours, et c'est assez marrant. Moi je trouve ça marrant de recevoir ça de temps en temps. Petite célébrité. Bah ça commence par là. Hein. Ce que je vous propose, Joanne, c'est de regarder la petite vidéo qui a été tournée avec vous, et on en parle juste après. Je m'appelle Joanne et j'ai 21 ans. Je suis caviste en vin au sein d'une grande maison de négoce, au sein d'une équipe de 4 personnes, sous la direction d'un œnologue. Je prépare en fait toutes les cuvées qu'on va mettre en bouteille. Mon quotidien, c'est effectuer des cuvées, préparer des assemblages de vins dans le but de les mettre en bouteille derrière. Par exemple, pour une journée lambda, je vais faire des filtrations, je peux faire autant des pompages pour assembler les vins, je vais aussi faire du nettoyage de cuves et aussi, qu'on fait beaucoup, de la réception de citernes. Alors c'est vraiment par hasard parce que moi avant ça j'ai un BTS de comptabilité et ce BTS ne m'a pas plu du tout. Et derrière du coup j'ai fait de l'intérim, ce qui m'a emmené aux vendanges et j'ai un ami qui travaille dans la même maison que moi actuellement. Il m'a fait rentrer juste pour les vendanges et j'ai demandé à continuer avec eux car le métier m'a vraiment plu et je voulais continuer à apprendre plein de choses du vin. Et puis voilà. La boîte où je suis m'a en fait payé une formation de 3 mois. Dans cette formation j'ai appris les bases du métier, les bases de l'œnologie et du travail dans les vignes, ce qui m'a permis d'avoir une idée de ce que j'allais faire, une idée de mon métier. Alors la première qualité pour devenir caviste, je pense, c'est être très organisé parce que toute la journée, on fait plusieurs choses en même temps, que ce soit un pompage, une filtration qui tourne. En même temps, on peut réceptionner une citerne et du coup, il faut être très organisé. Je pense qu'il faut être très méthodique parce qu'il y a des procédures à suivre. Moi, je pense surtout quand il faut nettoyer les cuves, il faut aussi savoir travailler en équipe, car on est rarement tout seul et qu'on a souvent besoin d'aide. Et du coup, on en revient toujours au même point d'être très organisé, quoi. Voilà votre vidéo qu'on vient de voir. Joanne, très sincèrement, vous avez été guidée pendant l'interview ou tout ce que vous avez énoncé est naturel, sorti spontanément? C'était pour la plupart sorti spontanément. Forcément, j'ai eu un petit peu d'aide au niveau de pendant la vidéo. Mais c'était sorti, c'est ce que je vis tous les jours, donc c'était plutôt simple. Mais vous parlez salaire, vous parlez quotidien du métier de manière... Vous êtes très à l'aise? Bah, écoutez, j'ai pas peur d'en parler, il n'y a pas de souci. Et puis le but que je sois là, c'est justement pour en parler, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc c'était la première phase de vidéo. Laurane, c'était au lancement de Vita Bourgogne. Et puis petit à petit, le format évolue. On va le voir avec une deuxième illustration avec Jade. 1 an de recul aussi en même temps. Hein. Oui, tout à fait.
Je pense que c'est vraiment important de le souligner entre la première phase des vidéos qu'on a pu tourner et puis aussi on va dire de tous les autres médias qu'on a pu mettre en place au lancement de Vita Bourgogne, qui étaient vraiment en rapport, on l'a déjà cité, à cette méconnaissance des métiers. C'est pourquoi, au départ de Vita Bourgogne, on a plutôt été chercher des personnes avec l'aide de nos adhérents qui puissent nous mettre en lien avec leurs salariés. Et on s'est attaché à décrire le quotidien d'un métier, et en l'occurrence de 6 métiers, qui sont ceux que nous avons identifiés comme étant les plus en tension, et donc avec le plus d'opportunités d'emploi dans la filière, de façon à ce qu'on puisse mettre la lumière sur ces métiers-là. Ça signifiait aussi s'arrêter aux limites des missions de ce métier en particulier. Avec un an de recul, on s'est aperçu que c'était peut-être un petit peu limitant par rapport au quotidien des personnes qui vivent les métiers de la filière, parce que la polyvalence tient une place importante, d'une part, et puis d'autre part, quand on parle d'un humain, on parle de sa trajectoire de vie, on parle de ses projets, on parle des choix qu'il a fait pour en aboutir là où il est et où il ira. Et c'est pour ça qu'en 2021, on s'est dit, ouvrons les vannes, allons voir ce qui se passe sur le terrain, rencontrons d'autres personnes et abordons-les d'une autre manière, plutôt du côté de leur vie dans son intégralité. Et vraiment, ça a été des super moments qu'on a passés, notamment avec Jade. Une belle découverte, et j'espère qu'elle sera partagée par ceux qui regarderont les vidéos. Je me retourne vers Jade, dont la réalisation du portrait, de l'interview, est beaucoup plus récente. Ce que je vous propose, Jade, c'est de regarder en images votre sujet, votre petit reportage, et puis on en parle juste après. Regardez. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas une honte de travailler dans les vignes. C'est un beau métier qui est passionnant. Alors, je m'appelle Jade, j'ai 23 ans, je suis apprentie en viticulture œnologie, mention agriculture biologique. Donc, je travaille dans un domaine familial à Volnay. Quand j'arrive le matin, j'attends les consignes, après on part en équipe aux vignes en général. Et en ce moment, c'est les travaux en verre. Donc, les bourgeonnages, c'est pour limiter l'entassement de végétation et contrôler la charge du pied. Le piochage, ça consiste à retirer tout ce qu'il y a autour du pied et limiter la concurrence azotée. L'ensemble des travaux qu'on fait au cours de l'année, ça permet la bonne croissance de la vigne et une bonne maturation du raisin avant vendange. J'ai l'avantage d'être dans un petit domaine, donc on fait un petit peu de tout. On est principalement aux vignes, et après on fait tous les travaux qu'il y a en cave, ou préparation de commandes, ou analyser les vins. La particularité du métier, c'est qu'on est vraiment tous les jours dehors, été comme hiver. Après, il y a des jours où ça va mieux que d'autres, mais ça ne me dérange pas. Alors, j'ai fait un bac scientifique, une prépa biologie, physique, chimie. J'ai intégré une école de manipulatrice radio dans le secteur médical. Et c'est un métier qui ne me convenait pas. Après, je me suis rendu compte que je ne supportais pas de rester enfermée, donc il me fallait un travail en extérieur. Donc en Bourgogne, je ne me suis pas trop posé la question, donc j'ai choisi la viticulture. Souvent on me disait t'es douée à l'école, t'as toujours eu des bonnes notes, comment tu te retrouves là, tu feras pas ça toute ta vie. Moi j'ai pas honte de faire ce que je fais, quoi. Je me lève tous les matins, j'ai envie de venir travailler, je prends plaisir à travailler. Donc je regrette pas de m'être réorientée. À l'avenir, j'aimerais bien être tractoriste, donc me faire une formation et continuer de me former et à évoluer dans le milieu viticole. Sympa la vidéo. Jade, votre petit portrait. Du coup, à la différence de Joanne, vous connaissiez Vita Bourgogne avant de vous prêter à l'exercice. Oui. J'ai commencé à les suivre sur Instagram, ça a commencé sur les réseaux sociaux, puis après on a pris contact et on a collaboré. Jade, vous avez eu un intérêt finalement assez tôt pour les réseaux sociaux autour de Vita Bourgogne. Pourquoi cet intérêt pour Vita Bourgogne? Parce qu'il y a enfin quelqu'un qui parle de nos métiers et qui fait découvrir aux autres notre quotidien. Qu'est-ce que tu fais dans les vignes au quotidien? C'est quoi l'activité? Pour le moment, je suis ouvrier viticole. Donc je m'occupe des vignes au quotidien, tout au long de l'année, donc tous les travaux manuels de la vigne. Ça te plaît? Oui. C'est ce que tu souhaitais faire déjà à l'école? Ça m'a toqué il y a 2 ans. Quand je me suis rendu compte que le milieu hospitalier, ça ne me convenait pas, j'ai décidé de me réorienter pour un métier plus manuel. Et alors dans le film, quand tu réponds à la question, on te disait tu ne feras pas ça toute ta vie, il y a un côté un peu péjoratif. Oui. Tu répondais quoi? Moi je réponds que ça me plaît, que j'ai pas honte de ce que je fais et que je suis bien partie pour aller loin. Et casser un peu les préjugés, on gagne bien nos vies, on n'est pas des esclaves, souvent c'est ça qui ressort.
Comment tu analyses ça? Pourquoi? C'est quoi? C'est une méconnaissance du métier? Les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas? Comment tu l'expliques? Oui, pour moi, c'est ça, parce que les gens, ils nous voient dehors sous la pluie et ils se disent ils sont en train de galérer, ils peuvent pas aimer ça. Mais au contraire, on aime ce qu'on fait. Johan, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Au quotidien, je fais beaucoup de choses. Moi, je suis un peu enfermé dans ma cuverie à élever mes vins et faire des préparations pour les mises en bouteille. Tu subis parfois un peu ce regard aussi un peu biaisé de la part du public ou de la part de gens qui ne connaissent pas le métier? Oui, ça m'arrive souvent quand je rencontre des gens, que ce soit n'importe où, qu'on en discute et beaucoup me disent mais c'est pénible comme métier, c'est lourd toute la journée au quotidien et au final, moi, je leur explique simplement que non, c'est super intéressant et qu'on aime ce qu'on fait, comme disait Jade, tout se passe bien. Comment vous vous sentez au quotidien dans vos métiers? On le verra sur la table ronde suivante avec les employeurs, avec vos patrons, avec les gens que vous côtoyez, avec vos collègues, les gens que vous côtoyez au quotidien. Comment ça se passe, Jade? Moi, dans les vignes, je me sens bien. Et après, c'est plutôt à l'extérieur, le regard des autres, qui est plus dérangeant. Ton avenir, tu y penses? Comment tu te vois dans 5, 10 ans? Dans 10 ans, je me vois toujours sur un tracteur autour de Beaune, à continuer à faire ce que j'aime. Et toi, Johan? Moi, je sais pas encore dans 5 ans, je peux pas le dire, mais je vais mettre en place des formations pour continuer et m'améliorer toujours, connaître plus le métier et connaître encore plus de choses sur les métiers du vin. Laurent, je vais vous laisser la parole. Laurent Godec, vous êtes responsable communication, donc je le répète, CAVB et coordinatrice Vita Bourgogne. C'est quand même sympa de mettre en avant finalement ceux qui vivent la vigne, ceux qui vivent la cave au quotidien. Ça fait partie aussi de Vita Bourgogne, ça. Oui, complètement. C'est d'une part passionnant pour nous, pour toute l'équipe Vita Bourgogne, de faire vivre ce projet-là, parce qu'on est à la fois à la jonction entre les employeurs qui sont nos adhérents à la CAVB, à la FNEB, donc qui sont les viticulteurs, viticultrices, domaines, caves de Bourgogne, leurs salariés, les organismes de formation, et puis du coup porter au grand public ces regards-là finalement sur la filière, montrer toutes les opportunités qui s'offrent, ne serait-ce que pour quelques semaines avec les vendanges ou pour toute une vie dans une carrière, une évolution de carrière. Donc évidemment, pour nous, c'est passionnant au quotidien. Et puis faire le constat qu'on fait évoluer le regard des gens progressivement, qu'on arrive à faire connaître ces métiers. Dans le cadre de Vita Bourgogne, donc, on l'a mentionné, on avait fait 6 vidéos portraits en 2020. On a fait 4 reportages sur le terrain, aussi avec des salariés en 2021. On a également déployé ce qu'on appelle des motion design, qui sont des petites animations comme des dessins animés. Pendant que vous nous l'expliquez, justement, Okay. on voit les images, puis vous nous les commentez. Oui. Laurent, alors, pourquoi aussi cette présentation métier à travers ces motions? Eh bien, en 2020, quand on faisait les interviews, un peu comme on a vu celle de Johan, on était vraiment plutôt sur l'approche humaine, parler des choses réelles du quotidien. C'est quoi ta vie? C'est quoi ton salaire? Quel est ton profil? Une anecdote à raconter? C'était beaucoup plus ce côté un peu intime. Mais finalement, étant donné que dans les diagnostics, cette méconnaissance des métiers avait été clairement identifiée, on s'est dit, mais comment matérialiser dans la tête des gens ce qui se passe vraiment dans le quotidien, dans le métier? Et ce petit personnage qu'on voit se déplacer dans les vignes, dans la cave, qui déplace des tonneaux ou qui coupe du raisin ou qui est sur son tracteur, c'était vraiment pour offrir un regard le plus large, au public le plus large possible sur le quotidien du métier. Et c'est ce qu'on présente notamment également avec les vidéos témoignages lorsqu'on va au contact des différents publics qu'on rencontre, avec Pôle emploi, avec les partenariats qu'on a avec la mission locale ou dans différents événements. Et je pense que ça aide vraiment à faire évoluer le regard progressivement. C'est un travail de longue haleine, mais on est parti pour durer et on est prêt à porter notre message tout autant qu'il faudra. Et peut-être qu'avec tout ce travail qui sera fait, on évitera les réflexions que vous avez eu à subir, à entendre, Jeanne. Voilà pour le volet com. Merci beaucoup pour ces éclairages. Allez, le mot de la fin, Jade et Johan, vous diriez quoi aux jeunes ou à ceux qui hésiteraient à se lancer dans cette filière? Vous leur diriez quoi, Johan? Moi, je leur dirais juste ajoutez-moi sur Instagram si vous avez des questions et comme ça, on pourra en discuter. Il est malade, il n'y a pas de souci. Jade. Il faut venir dans les vignes et casser les préjugés.
Merci en tous les cas infiniment à tous les trois pour tous ces éléments. Vous allez continuer évidemment à suivre cet événement en coulisses puisque nous venons d'entendre, voilà, vous l'avez vu, ces témoignages de jeunes engagés, motivés. Est-ce le cas plus globalement dans la profession? Est-ce qu'on trouve les potentiels face aux emplois à pourvoir? Je vous propose de continuer ce format spécial Vita Bourgogne avec une table ronde employeur. Parole à présent aux employeurs. Ils s'installent, ils me rejoignent autour de cette table. Thibaut Marion, viticulteur à Beaune. Nathalie Fèvre, viticultrice à Chablis, dans l'Yonne. Et, on va le voir, présidente de l'association Femmes et Vins de Bourgogne. C'est vrai. Élodie Roy, à ma gauche, viticultrice à Cheilly-les-Maranges, en Saône-et-Loire. Et puis Armand Heitz, viticulteur à Chassagne-Montrachet. Bonjour. Merci à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation en cette période stratégique des vendanges. Vita Bourgogne souligne un constat, il y a davantage d'opportunités d'emploi dans la filière que de candidats. Est-ce qu'on peut parler de pénurie? Quels sont les métiers les plus touchés? On en parle avec vous. Quelle situation dans vos domaines respectifs? Tout d'abord, est-ce que ce constat est partagé? Est-ce qu'il est compliqué de s'entourer de collaborateurs, de salariés, de main-d'œuvre? C'est vrai que force est de constater qu'on a une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui. Alors ça peut s'expliquer effectivement par plusieurs choses. Certains partent à la retraite. Après, le vignoble, dans mon esprit, grandit aussi. En Bourgogne, on plante tous les ans. Et donc forcément, à un moment donné, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée pour des travaux très spécifiques de tractoristes, on va dire, où là, c'est vraiment une main-d'œuvre spécifique, et puis des travaux même moins qualifiés, mais qui ont leur extrême importance. Et je pense que c'est à nous, vignerons, de montrer l'importance de chacun de ces métiers aux personnes qu'on recrute, effectivement. Élodie, Armand, Thibaut, constat partagé, c'est compliqué? Oui, c'est très compliqué. Effectivement, il y a une pénurie. Alors, on a du mal à trouver des ouvriers, des tractoristes, c'est plus que compliqué. Après, on manque peut-être de formation aussi. Est-ce que les gens ont vraiment la connaissance des métiers de la vigne et du vin? Ça, c'est une grande question. Donc je pense qu'on va en débattre aussi aujourd'hui. Et puis ça fera l'objet d'ailleurs, vous le verrez, de la table ronde qui va suivre, donc restez avec nous. Thibaut Marion, à Beaune, comment vous fonctionnez, comment vous procédez pour recruter? Alors je vais juste revenir sur le constat parce qu'on a parlé de la vigne, mais la pénurie elle se fait aussi à la cave, donc on a aussi du mal à recruter des cavistes. Et donc c'est un métier aussi qui cherche du personnel. Comment vous faites face à ce constat? Alors, j'y fais face déjà depuis un an. Grâce à Vita Bourgogne, on peut s'adresser à un organisme qui centralise nos annonces et qui nous permet d'avoir des débouchés pour pouvoir trouver des solutions à notre pénurie. Je dirais que c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a aussi le système des brouilles, le système D, le bouche à oreille, qui nous permet de faire face à ces pénuries de recrutement. Chassagne-Montrachet, le constat est le même. Comment vous vous organisez? Et puis, quelles seraient les causes, selon vous, de cette situation, Armand Heitz? Alors, moi, j'ai un très bon exemple. Je me suis installé en 2013. Le domaine fait aujourd'hui 20 hectares en Bourgogne, 8 hectares dans le Beaujolais. Et sur mon équipe technique, on est 3-4 permanents que j'ai réussi à fidéliser depuis 2013. L'année dernière, j'ai développé une équipe commerciale et en l'espace d'une année, j'ai réussi à recruter 4-5 personnes qui sont autonomes, qui ont des objectifs et qui sont très performantes. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus facile de recruter soit des commerciaux, soit des administratifs dans les bureaux, mais que pour aller sur le terrain, clairement, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas d'envie, pour des salaires parfois qui sont semblables, quoi. Comment on explique ça? Parce que les salaires sont là. Pourquoi on n'a personne? Je pense qu'il y a une méconnaissance du métier. Il y a peut-être entre guillemets, une dévalorisation de la vigne. Autrefois, la vigne, on en parlait partout, etc. Aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est beaucoup moins le cas, et y compris dans les écoles. Et en fin de compte, il faut que nous, on parle du métier, mais il faut aussi que les écoles nous aident à ça. Et quand je dis école, c'est pas les écoles spécialisées, parce qu'elles font très bien, on va dire, le job. C'est les écoles plus généralistes. Et ça commence, j'allais dire, dès l'école primaire. Et ça se poursuit après encore plus, pour moi, dans le collège, où pour avoir des salariés en viticulture et aussi bien en viniculture, dans la cave, il faut
une formation. La formation, ça passe beaucoup par l'apprentissage. Et malgré toutes les annonces qu'on peut entendre sur les bienfaits de l'apprentissage, etc., l'apprentissage, il y a une mauvaise image de l'apprentissage. Parce que c'est comme si c'était des métiers un peu dévalués, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et comme disait Armand, c'est même pas un problème de salaire, parce que le salaire est là, quoi. Et ça reste pourtant un métier très très noble, hein, que ce soit dans les vignes, en cave. C'est un métier d'ailleurs dont les conditions de travail ont évolué ces dernières années. Je pense notamment aux nouveaux équipements, diminution de la pénibilité, une meilleure peut-être prise en compte aussi entre vie professionnelle, famille. Les vignerons sont attentifs aussi au bien-être de leurs salariés. Vous partagez le constat Oui, tout à fait. Oui. Bah, concernant la pénibilité, rien que il y a quelques années, moi je me souviens, mon père et son ouvrier, c'était la taille avec les quelous, le sécateur. Là, on a des sécateurs électriques, bon, ça existe déjà depuis un petit moment. On est encore un peu à la pioche de temps en temps, mais il y a quand même beaucoup plus de travail mécanique qui se fait. Après, concernant l'ambiance générale, je pense que quand on veut avoir des salariés, si on veut les garder aussi, il faut réussir à les fidéliser d'une part, comme Armand le disait tout à l'heure, mais travailler dans une bonne ambiance, avoir une bonne équipe de travail, être serein. Je veux dire que les gens aient envie d'aller travailler lundi matin et pas se dire vivement vendredi quand on rentre à la maison. Donc c'est tout un système, une ambiance. Le travail à la vigne, c'est quand même 90% de ce qui est dans notre bouteille de vin au final. Hein. Sans le travail à la vigne, il n'y a pas de vin. Donc c'est important de pouvoir former. Je reviens sur ce que Nathalie a dit aussi. Et ça, c'est un problème français. L'apprentissage est complètement délaissé. Alors qu'il y a des gamins qui seraient peut-être passionnés par les travaux de la vigne et du vin. Donc ça, il y a encore beaucoup de boulot, en tout cas de ce côté-là. Donc la formation, on en a parlé, on le verra dans un instant à travers la table ronde qui va suivre. La motivation aussi. Armand et Thibaut, comment vous motivez vos équipes, vos salariés au quotidien? Non mais est-ce qu'il y a un secret, est-ce qu'il y a des leviers? Alors, je vais me permettre de remettre les choses dans leur contexte. Hein. C'est que les entreprises bourguignonnes, les domaines bourguignons, les maisons de vin bourguignonnes sont des petites entreprises. Donc, ça n'a rien à voir avec une multinationale où on aurait des milliers de personnes et on ne peut pas se voir, on ne peut pas communiquer. Donc là, les relations sont très faciles. Donc, ne serait-ce que de communiquer avec ses employés, avec ses vignerons, avec ses cavistes, la proximité fait qu'il y a une relation qui s'instaure de confiance et qu'on peut mettre en œuvre beaucoup plus facilement que dans une grosse organisation. Est-ce que pour ceux qui seraient tentés par ces métiers-là, on a une possibilité d'évoluer ou de polyvalence dans le travail? Pour moi, déjà, la saisonnalité de la vigne fait que le travail évolue. C'est jamais un travail répétitif, même si la taille, c'est quand même le gros du travail et que ça dure très longtemps. La taille, ça dure 3-4 mois à peu près. Donc effectivement, c'est long, mais c'est jamais le même travail. La taille va définir la récolte et encore l'année d'après. Donc il y a une motivation quand on est effectivement devant un pied de vigne, d'évoluer vraiment dans le bon sens. Et après, effectivement, c'est à nous de valoriser au quotidien le travail de chacun de ses salariés, de chaque partenaire, parce que c'est vraiment, on ne peut pas appeler nos salariés comme ça, c'est vraiment des partenaires. Et c'est aussi grâce à eux, comme disait Elodie très justement, la qualité de la bouteille, elle est parce que le travail était bien fait dans la vigne. Donc, ça, c'est vraiment primordial. Est-ce que quelqu'un qui dirait, tiens, allez, je me lance, peut commencer en tant qu'ouvrier et puis, je ne sais pas, dans quelques années, se projeter chef de culture ou encadrer une équipe? Sans problème. Tout à fait, oui, sans problème. Enfin, je sais pas, oui. Ce qui est parfois compliqué dans les domaines, c'est qu'ils sont familiaux et les choses sont un peu figées. C'est vrai que des fois, ça force pas forcément non plus beaucoup d'opportunités. Bon, nous, justement, on essaye de donner de l'intérêt parce que le domaine est passé de 43 arts à 28 hectares de vignes, et une ferme en polyculture élevage. Mais malgré tous ces leviers-là, et le gouvernement en laisse aussi énormément des leviers. Mais à l'échelle d'une PME, quand il faut faire de l'intéressement, des primes, des choses comme ça, c'est compliqué de mettre ça en place si on n'a pas une personne qui est responsable en charge de l'administratif à plein temps.
Donc je pense que c'est la confrontation entre des solutions qui sont présentes, mais pas forcément toujours faciles, accessibles à des PME qui constituent la richesse du vignoble bourguignon. Thibaut Marion, je reviens sur la jeunesse. Est-ce que la jeunesse peut croire en un avenir dans cette filière ? Ah ben absolument, absolument. D'autant plus que les métiers agricoles sont plutôt aujourd'hui menés par des entreprises vieillissantes, on va dire. Donc on sait aussi qu'il y a une génération nouvelle qui va arriver. Et donc les jeunes ont tout à fait leur place. Et en plus, ce sont des métiers qui sont tout à fait intéressants quand on est jeune et aussi quand on vieillit. Alors il y a aussi parfois des petites guerres entre vignerons. Alors ça va pas très très loin, mais cette fameuse guerre du tractoriste, hein, quand on va s'arracher voilà, chez le voisin, son meilleur ouvrier. Est-ce que ça vous le constatez par vous-même et quels sont là encore les leviers pour que finalement chacun s'y retrouve? Élodie Roy peut-être. Alors, guerre des tractoristes, moi, je suis dans les Maranges. La guerre des tractoristes, pour moi, elle a lieu dans les grandes appellations, donc où effectivement, ils partent du domaine A pour aller chez B, puis après chez C. Moi, j'ai pas de tractoriste. C'est encore mon papa que j'emploie en contrat saisonnier pour faire le tracteur. Là, j'ai embauché une personne à partir de septembre qui fera du tracteur, des labours et les traitements. Mais le métier de tractoriste, après, je pense qu'il y a un souci aussi au niveau de l'école. C'est-à-dire que ceux qui sortent d'un diplôme de tractoriste, ils sont montés sur un tracteur, je n'ai pas les vrais chiffres, hein, donc je vais dire peut-être 3-4 semaines, mais on leur a dit, tu dois demander tant. Sauf que quand tu arrives dans un domaine et que cette personne n'est pas capable de reculer une remorque sans casser un mur ou sans... moi, j'ai vu un petit jeune comme ça, que mon père lui a fait faire 3-4 manœuvres. Ah bah, j'ai dit stop, on arrête là. Donc, voilà, le tractoriste, oui, on en a fortement besoin, de gens qualifiés, motivés, mais qui ne veulent pas gagner 5 000 € tout de suite non plus. Donc, constat partagé, là, Armand, Thibaut, Nathalie? En partie. Après... dire qu'il y a vraiment une guerre, chez nous, voilà, c'est peut-être ce que tu dis par rapport aux grandes appellations. Chez nous, pas vraiment. Il peut y avoir un léger turnover d'un domaine à l'autre, mais on a personnellement formé des tractoristes grâce aussi au CFPPA sur des formations qualifiantes, etc. Donc ça nous prend du temps de former effectivement du personnel, des jeunes. Ça nous prend aussi de l'argent, forcément. Et ils sont formés via les écoles, via les CFPPA, grâce à nous aussi. Et après, moi je sais qu'on est souvent déçus parce que on va leur faire miroiter sur un autre domaine quelque chose en plus. Après, il n'y a pas que le salaire. Je pense qu'il y a le côté aussi, entre guillemets, bien-être au travail qui est extrêmement important et le côté bonne ambiance dans des petites équipes. Effectivement, on est tous beaucoup des domaines familiaux, même si on a des équipes plus ou moins importantes. Chez nous, on est 6-7 permanents et il y a une entraide entre chacun. Et après, on voit aussi qu'au niveau des tractoristes jeunes, ils veulent être tractoristes, mais ils ne veulent pas faire ça toute la journée non plus. Donc c'est à nous aussi, employeurs et patrons, de nous remettre en question pour leur apporter quelque chose de plus, pour qu'ils se sentent bien. C'est dire, ce matin on va labourer, mais cet après-midi on va faire de l'effeuillage, on va essimer, les jeunes aiment bien changer, même s'ils restent à l'intérieur du domaine, ils aiment bien changer de tâche. Et quelquefois, même nous, ça nous surprend un petit peu, mais bon, on a aussi des enfants et on sait qu'ils aiment bien changer aussi. Et ça nous remet vraiment en question sur notre façon de procéder et d'appréhender le travail aussi. Je vois qui c'est Thibaut. Oui, je voulais juste réagir sur ce que tu disais, parce que je partage ton point de vue, mais je le partage d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense, dans les entreprises, on cherche de la polyvalence. Alors certes, nos employés vont être dédiés à telle ou telle tâche, mais ensuite, plus on touche à des choses et à d'autres choses, et plus aussi on s'épanouit à titre personnel. Et dans nos petites structures, on est de toute façon amené à faire plusieurs choses et à ne pas faire des choses trop répétitives aussi. Voilà, on n'est pas à serrer des boulons dans une entreprise toute la journée. C'est des métiers qui sont extrêmement variés et qui permettent à chacun de pouvoir s'épanouir.
Merci Thibaut Marion, Nathalie Fèvre, Élodie Roy et Armand Heitz. Merci d'avoir accepté cette invitation. Très belle vendange à tous les quatre et à très bientôt. Merci. Ce format spécial anniversaire Vita Bourgogne continue, car pour trouver de la main-d'œuvre, encore faut-il commencer par la former, cette main-d'œuvre, et c'est le thème que je vous propose d'aborder maintenant. Quatrième table ronde de ce rendez-vous avec un sujet: est-ce que tout le monde peut se former au métier de la vigne et du vin? Vaste question que nous avons souhaité décliner en deux parties, avec une première partie pour cette table ronde. J'accueille autour de cette table Frédéric Bella, directeur du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Auxerre-la-Brosse. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et puis David Condevine, à ma droite, formateur à la maison familiale rurale de Beaune-Grand-Champ. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vous allez vous présenter évidemment et vous présenter à celles et ceux qui nous suivent. À travers les organismes de formation que vous représentez tous les deux, vous êtes partenaire du programme Vita Bourgogne, on le rappelle, depuis sa création. Vous travaillez main dans la main avec la filière depuis plusieurs années déjà, dans un esprit de coordination et de développement du cursus professionnalisant, proche du terrain et des besoins de structure. On va donc prendre le temps avec cette table ronde de nous arrêter sur une promesse de Vita Bourgogne. Est-elle exacte? On va le vérifier avec vous. Tout le monde peut se former au métier de la vigne et du vin. Réalité, Frédéric, David? Réalité, oui. Oui, absolument, tout le monde peut candidater et se positionner sur un poste, sur un métier lié à la vigne et au vin, à condition d'en avoir la motivation, l'envie, évidemment, mais c'est tout à fait possible pour chacun. On rappelle ce que vous faites, Frédéric, on l'a dit en introduction, mais je vous laisse développer un tout petit peu. Oui, et donc je suis directeur du CFPPA d'Auxerre-la-Brosse depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et salarié de ce même centre de formation depuis l'année 2006, sur différents postes aussi. Voilà, donc au sein du centre de formation, nous accompagnons tout porteur de projet dans le domaine de la viticulture, évidemment, mais sur d'autres secteurs professionnels. On est là spécifiquement sur la vitie, donc je dirais pas sur les autres domaines, mais voilà, c'est le secteur de la viticulture et de l'œnologie, du métier de la vigne et du vin, fait partie effectivement de notre offre de formation et conséquente dans les heures de formation que nous proposons tout au long de l'année. Alors cette garantie que vous validez à l'instant, Frédéric Bella, tout le monde peut se former au métier de la vigne et du vin. Comment cela se traduit-il concrètement dans votre structure ? Alors dans notre structure, ça se traduit de la façon suivante, c'est-à-dire que nous sommes en capacité effectivement de proposer des formations qui sont adaptées à tous, à tout à chacun, quel que soit son âge, quelle que soit son expérience professionnelle, son niveau de diplôme également. Donc c'est vrai qu'à n'importe quel moment, un candidat, une personne qui souhaite se former dans ces métiers peut nous solliciter pour qu'on puisse convenir ensemble et adapter un parcours à la carte par rapport aux souhaits du candidat, du futur stagiaire de la formation professionnelle. Stagiaire ou apprenti, puisque nous proposons également des formations par apprentissage. On va en parler. David Condevine, de votre côté, même constat au niveau de la maison familiale rurale de Beaune-Grand-Champ. Tout le monde peut accéder à ces métiers? Oui, on constate effectivement dans nos formations avec un public qui est différent aussi par le passé, avec un public qui se féminise aussi, voilà, c'est important. On voit bien aussi en termes de réalité qu'on a des adultes justement qui viennent se former, qui viennent chercher justement ce qui leur manque pour pouvoir justement déboucher sur un métier, avec justement souvent pas de connaissance forcément de la filière, et on essaie justement de les accompagner, à leur faire découvrir aussi les différents métiers qui tournent autour de la filière, quoi. Alors moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qui ça intéresse, ces filières aujourd'hui? Est-ce que ce sont des jeunes en formation initiale, des adultes en formation continue, des reconversions professionnelles? On a tous les publics, Enfin, pour nous en tout cas, voilà, on accueille des jeunes depuis la 4e, qui sont déjà orientés sur les métiers de la vigne et du vin. Et puis bien entendu, après, on a aussi des formations adultes, des personnes en reconversion justement qui reviennent vers nous pour se former, qui ont déjà testé d'autres métiers, Et puis après, dans le parcours de vie, ils reviennent en fait sur ce type de formation. Ils voient bien qu'il y a du potentiel justement dans les métiers de la vigne et du vin, quoi. Vous avez les mêmes profils de votre côté, Frédéric Bella, Auxerre?
Oui, exactement. Ouais, on a les mêmes profils, hein, des jeunes qui, de par leur parcours, souhaitent se qualifier, des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont déjà goûté à d'autres expériences professionnelles dans d'autres secteurs, mais qui souhaitent effectivement aller vers les métiers de la vigne et du vin, par passion, souvent par le produit, parce que la porte d'entrée, ça peut être le produit, le produit fini, le vin qui est aussi un élément très attractif pour certains d'entre eux. Alors effectivement, après, il faut creuser un petit peu plus et présenter de quelle manière on aboutit jusqu'à la production, jusqu'à la création du produit fini, qui est la bouteille de vin. Nous avons également des personnes qui sont en situation de demande d'emploi, qui aujourd'hui effectivement s'adressent à nous et viennent vers nous pour découvrir ce métier de la vigne et du vin et se former pour tout ou partie à un futur poste dans ce secteur d'activité. Frédéric Bella, directeur du CFPPA d'Auxerre-la-Brosse, et David Condemine, formateur à la maison familiale rurale de Beaune-Grandchamp, sont avec nous. On a déjà des éléments de réponse sur le fait que tout le monde peut finalement à sa place dans ces métiers-là. Vous nous avez déjà donné votre réponse. C'est un grand oui. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si les besoins des structures, donc des domaines, des maisons, sont différents par rapport à il y a quelques années en arrière. Et puis vous, à votre niveau, comment vous faites pour adapter quelque part les programmes, les cursus éventuellement? Moi, j'ai un exemple, par exemple, au niveau de la taille. On voit une évolution là, sur une dizaine d'années, parce qu'on a des problèmes justement de maladies, et du coup, ça nous oblige justement à repenser nos systèmes de taille. Et donc, justement, là, les professionnels sont en attente de formation par rapport à ça, du public qu'ils vont employer, quoi. Ce qui sous-entend aussi qu'il faut être en permanence en veille par rapport à ce qu'il se passe chez les professionnels. Bien sûr. Oui, alors je rejoins mon collègue, effectivement, la problématique de la taille, des nouvelles méthodes de pratique de la taille en respectant les flux de sève, par exemple, ça c'est important, pour éviter le risque effectivement de maladie. Donc il faut être attentif effectivement aux nouvelles pratiques qui se passent dans les domaines viticoles, les nouvelles problématiques liées aussi au changement climatique, à l'érosion du sol, différentes apparitions de maladies. Donc tout ça, on va intégrer tout ça dans nos programmes de formation pour sensibiliser les futurs professionnels de la filière. On parlait de la taille, on peut parler également de nouvelles techniques telles que le regreffage, le surgreffage, le curetage, effectivement, pour éviter systématiquement, en cas de maladie, effectivement, d'arracher la pied mort. Ce sont des méthodes alternatives. Donc on s'intéresse à toutes ces problématiques-là. L'enherbement, enfin voilà, donc toutes ces questions, effectivement, on va les intégrer dans notre réflexion et dans notre offre de formation aussi. Mais tout ça, Frédéric Bella, il faut être en lien permanent avec les professionnels pour connaître, pour savoir, pour peut-être anticiper parfois aussi Oui. les changements. Alors absolument, c'est un aller-retour continuel avec les professionnels. On se rend compte de manière fréquente. D'ailleurs, les professionnels font partie de nos structures, puisque les professionnels font partie de nos instances de centres de formation ou d'EPL, d'établissements publics locaux d'enseignement agricole. Donc finalement, ces problématiques, on les aborde ensemble, on les construit ensemble, et on est en capacité aussi de construire des programmes de formation de manière conjointe ou d'adaptation de référentiels de formation avec les professionnels pour les faire correspondre le plus possible aux problématiques des vignobles de nos territoires. Tout cela, c'est très intéressant, mais alors combien ça coûte? Parce que je pense que celles et ceux qui nous suivent se posent forcément la question. Vos formations dans vos structures, alors combien ça coûte? C'est la première question. Et puis deuxième élément de question, est-ce qu'il existe des financements éventuels? Bien sûr, il existe des financements pour les formations, justement, qui permettent justement aux jeunes et aux moins jeunes, effectivement, de pouvoir accéder à ces formations sans que ça débourse un centime, quoi. Pour être très concret, ça coûte combien chez vous, à la maison familiale rurale? Les formations sont prises en charge, si vous voulez. D'accord, voilà. Donc là, on a voilà. des formations qui sont prises en charge. Oui. De votre côté, Frédéric Bella, Auxerre? Alors, il y a tous les cas de figure. Alors, si vous me posez la question, est-ce qu'une formation a un coût? Oui, elle a un coût. Alors, soit pour la personne qui va suivre la formation, soit pour la collectivité. Elle est prise en charge, effectivement. Mais une formation a toujours un coût. Alors, effectivement, je rejoins aussi mon collègue. Donc, des formations peuvent être effectivement financées par différentes institutions publiques, en particulier par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui nous accompagne dans ce cas de figure, qui finance des formations au titre du programme régional de formation des demandeurs d'emploi. Donc, nous répondons à des appels d'offres proposés par le Conseil régional
régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et si voilà, nous avons la chance, effectivement, et le bonheur d'être financés, nous pouvons mettre effectivement en œuvre ces formations-là. D'autres formations peuvent être aussi financées par d'autres acteurs publics, Pôle emploi, peut être un acteur, par des OPCO également. On parlait de reconversion professionnelle tout à l'heure. Effectivement, une personne qui est salariée dans un autre secteur professionnel peut solliciter son organisme collecteur agréé de formation professionnelle pour une prise en charge pendant une durée bien déterminée pour suivre une formation et aller vers une qualification. Un demandeur d'emploi également peut solliciter pourquoi pas son pôle emploi également pour un financement. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'un individu maintenant peut mobiliser son compte personnel de formation pour suivre toute ou partie aussi d'une formation. Voilà. Et sans exclure aussi l'autofinancement, c'est-à-dire aussi une personne individuelle peut contribuer à l'action de financement. Est-ce qu'on peut résumer en disant qu'il y a peut-être autant de possibilités de payer sa formation? On l'a abordé tout à l'heure, il y a la notion d'apprentissage aussi, de contrat de professionnalisation aussi pour un public plus adulte. Voilà. Donc au final, on a une multitude de sources de financement en fonction des situations. Et à chaque cas, peut-être sa possibilité de financer sa formation. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est le ressenti, évidemment, la considération des familles, des élèves à votre égard, et puis vis-à-vis des métiers de la filière. Je pense qu'il y a quand même, quelques a priori. Enfin, vous l'avez peut-être vu dans vos micro-trottoirs, mais voilà. Il faut qu'effectivement, justement, qu'on communique. C'est un peu l'objectif, de cette session. Que vous disent vos élèves, qui ont suivi la formation, qui sortent de formation, qui entrent dans le milieu professionnel? Quels sont les retours que vous avez? Moi, ils sont positifs au niveau des retours. Enfin, voilà. Dans tous les cas, de toute façon, il y a de l'embauche derrière. Donc voilà, ce que le jeune, c'est ce qu'il vient rechercher en tout cas. Et les adultes aussi, dans tous les cas. Ça correspond tout à fait. Donc, Voilà, de satisfaction également. Généralement, je veux dire, une personne qui est passée par un cycle de formation, effectivement, la cerise sous le gâteau, évidemment, l'objectif, c'est vraiment l'emploi. C'est l'insertion professionnelle. Une formation sans insertion professionnelle n'a pas forcément d'intérêt. Là, c'est qu'on a la possibilité, effectivement, de proposer des contrats de travail à l'issue de chaque formation, CDD, CDI, TESA, enfin, tout contrat de travail. La satisfaction, oui, elle s'entend, puisque les personnes qui viennent chez nous, c'est pas forcément par hasard. Évidemment, ils vont découvrir le secteur au départ, mais après, il y a effectivement un attrait vers ces métiers de la vigne et du vin. Bien souvent, les personnes qui vont vers ces métiers ont le goût du travail en extérieur, du travail physique aussi, parce que travailler dans la vigne, il faut aimer travailler physiquement, à l'extérieur, par tous les temps. Voilà, donc c'est des personnes qui ont cette appétence et cette envie de travailler surtout dans un environnement extérieur. En tous les cas, vous vendez bien vos formations. Ça rappelle l'époque où on avait des professeurs et des directeurs qui donnaient envie, et c'est le cas aujourd'hui. Question, est-ce qu'il y aurait des leviers pour susciter encore plus d'intérêt pour vos formations et puis emmener encore plus de postulants à ces métiers de la vigne et du vin? Je me posais la question par rapport à un salon justement qui sera organisé sur les métiers de la vigne et du vin, qui permettrait justement aux jeunes et aux adultes effectivement de découvrir en fait le panel d'emplois possible, Un salon type métier, formation, à ma connaissance, je ne crois pas que ça existe à l'heure actuelle. Axé sur les métiers de la vigne. Parce qu'on a des salons pour les professionnels, notamment sur l'équipement, machinisme, salons très orientés, mais effectivement pour découvrir les métiers de la filière et de la vigne et du vin qui sont quand même très vastes. Donc je pense que ça mériterait, surtout sur la Bourgogne, ça mériterait d'exister. Frédéric, des pistes? Oui, des forums, des salons, une présence toujours plus importante pour sensibiliser les jeunes dans les collèges, dans les lycées, que ces métiers sont porteurs effectivement d'emploi. C'est un message qui est, à mon sens, encore pas suffisamment relayé dans les établissements d'enseignement scolaire. Ne pas hésiter aussi à mettre en avant ce produit phare quand même qui est le vin. C'est un produit noble et je pense qu'il faut surfer sur cette image. On est en Bourgogne, c'est un beau produit qui a un poids économique important dans notre région, donc il ne faut pas hésiter effectivement à mettre en avant ce vin et ces métiers. Frédéric Bella, je voudrais qu'on prenne 2 secondes pour décortiquer ce schéma d'évolution professionnelle, c'est-à-dire que votre formation, ce cursus de formation, il mène à quoi concrètement? Eh bien, il mène à différents niveaux de qualification professionnelle et à différents métiers dans le secteur de la vigne et du vin.
C'est-à-dire que les portes d'entrée peuvent être pour un jeune, effectivement, de suivre tout un cursus de formation par la voie initiale. Ça, c'est possible pour tous les publics jeunes, scolarisés. Pour les publics plus âgés, demandeurs d'emploi, jeunes adultes, etc., il y a possibilité, effectivement, de suivre toute formation de toute durée avec des objectifs qui sont divers et variés. Une personne peut rentrer en formation pour une durée de 3 mois, par exemple, 2 mois, avec l'objectif, effectivement, de la pratique de la taille, de la conduite de l'enjambeur, et peut multiplier ce nombre d'actions pour étoffer ses compétences, bien évidemment. Voilà. Une autre personne peut rentrer sur une formation diplômante, qualifiante, un demandeur d'emploi, valider un BPA, par exemple, un niveau 3 de qualification professionnelle, un niveau bac, aller jusqu'au BTS, VO, et finalement, on peut aller, pour toute personne, on peut aller jusqu'aux études supérieures et valider, pourquoi pas, un DNO, un diplôme national d'œnologie. Donc beaucoup de polyvalence et beaucoup de possibilités également. Voilà, pour tous les publics, quel que soit leur profil, leur capacité, leur projet professionnel. Où est-ce qu'on se renseigne, David Condemine, sur le site Vita Bourgogne? Oui, sur le site Vita Bourgogne. On va retrouver la liste de tous les établissements de formation. Prochain moment auquel participe Vita Bourgogne, le 30 septembre, ce sera le village des recruteurs, donc à Dijon. En novembre, on aura la ferme Côte d'Or, toujours à Dijon, et puis la fête des grands vins à Beaune, évidemment, Vita Bourgogne partout, ou presque, aux côtés de la formation et des professionnels. Merci Frédéric Balla, directeur du CFPPA d'Auxerre-la-Brosse, et puis David Condemine, merci également, formateur à la maison familiale rurale de Beaune-Grandchamp. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. On va continuer sur cette thématique de la formation avec 3 nouveaux invités qui vont s'installer autour de cette table dans un instant pour évoquer un thème qui, vous allez le voir, a toute sa place dans cet échange, celui des nouvelles technologies. Je vous laisse découvrir un reportage tourné il y a quelques jours et on se retrouve juste après. Ici, nous nous trouvons sur le site de l'AFPA, sur un plateau qui s'appelle EMECAL, qui est l'école des métiers de conduite. On a investi dans des machines, donc une ligne d'embouteillage, ici présente. Sur ce plateau-là, on dispense des formations conduite des équipements agro, spécifiquement sur les milieux du vin, mais surtout aussi ce qui concerne toute la partie verre. Maintenant, il y a différents sujets, comme par exemple de la casse verre, sur lequel, en termes de sécurité, on ne peut pas pratiquer en réel. Donc on s'appuie sur un outil numérique qui est de la réalité virtuelle, sur lequel on peut justement former nos stagiaires. Quand il y a une casse, on va mettre en place toute une procédure qui répond en fait aux remises en conformité suite à un incident de casse verre qualité. Aujourd'hui, il y a 2 groupes qui ont pu dispenser de cette formation. Le retour a été très positif. Ils ont acquis des automatismes extrêmement importants et du coup, ça va beaucoup plus vite. Et donc, après, on peut aller un petit peu plus loin dans la conduite, mais tout en étant en immersion. Et du coup, on s'affranchit de la partie sécurité et on peut aller un petit peu plus loin, voilà, dans l'apprentissage. Nous sommes sur l'EPL Beaune-Vitiaro Campus. Le projet, c'est un projet de création de simulateurs de conduite de tracteurs enjambeurs pour répondre en fait à la demande de la profession qui est de plus en plus importante pour former des jeunes et moins jeunes sur la conduite de ces engins. Ce projet a été financé par des fonds européens, FEDER bien sûr, le conseil régional et l'établissement. C'est un vrai plus en termes de formation parce que cela permet de donner confiance aux personnes qui sont formées avant de passer sur les tracteurs d'école dont nous sommes également dotés pour parfaire la partie conduite. Sur les simulateurs, on a 12 modules de conduite, des modules par rapport au niveau des plateaux pour la mise en situation donc de conduite avec des piquets, conduite également aussi avec une remorque et tous les outils qu'on peut retrouver sur la partie viticole. On est en salle, on a un mur d'écran en plus qui accentue, qui permet de comprendre, d'assimiler et de ressentir tout ce qui pourrait se passer sur le terrain. C'est vraiment bluffant quoi. Je dirais ça rassure, ça permet de bien s'entraîner et puis on va aborder après le sujet en réel je pense avec plus de sérénité. On a 8 simulateurs de conduite enjambeur, donc on a 8 élèves qui peuvent se mettre en situation directement et la personne qui va remplir au fur et à mesure donc de sa formation pourra passer directement donc sur le poste de conduite d'un tracteur en situation réelle sur le terrain de conduite ici présent. Eh bien voilà des images qui introduisent parfaitement le deuxième volet de cette table ronde formation. Et ces nouvelles technologies qu'on vient de voir en illustration, elles sont au service de la profession et on va en parler avec 3 invités qui viennent de prendre place autour de cette table. Laurent Goude-Baron, directeur de anciennement la Viti à Beaune, qui s'appelle dorénavant Beaune Viti Agrocampus. Bonjour. Bonjour.
Nous avons autour de cette table également David Kruba, responsable technique à l'IFRIA BFC, Institut de formation et de recherche des industries agroalimentaires. On va en parler dans un instant. David, bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Philippe Lachaise, directeur d'ABC d'Availlé. Vous nous venez de Mâcon, à côté de Mâcon. C'est bien ça. Bonjour à tous et à toutes. Les organismes de formation que vous représentez tous les trois sont évidemment partenaires du programme Vita Bourgogne depuis sa création et elles travaillent main dans la main avec la filière depuis plusieurs années déjà dans un esprit de coordination et de développement des cursus professionnalisants proches du terrain et des besoins de structure. L'innovation, on vient de le voir, c'est hallucinant, les efforts, enfin les progrès techniques, technologiques en quelques années seulement. Pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être Laurent Goude-Baron, au niveau de Bonviti Agrocampus, ce qu'on vient de voir, c'est la modélisation d'un outil d'aide à la formation de tractoristes. Concrètement, c'est quoi l'intérêt? Alors, l'intérêt de ces simulateurs de conduite de tracteurs enjambeurs, c'est de pouvoir former les futurs conducteurs de tracteurs enjambeurs en parfaite sécurité, puisqu'on est sur de la simulation, de les former avant de passer ensuite sur les tracteurs écoles, puisque bien entendu la simulation ne fait pas en sorte que l'on ne fera pas de conduite réelle sur les tracteurs, mais ça permet de mettre en sécurité et de se rassurer les futurs conducteurs d'engins. Jusqu'à présent et pendant des années, vous aviez donc l'habitude de travailler sur des tracteurs écoles. Tout à fait. On a aussi l'intérêt qu'on peut travailler comme ça toute l'année finalement. Exactement. Alors c'était un des points de réflexion lorsqu'on a développé ce projet il y a 3 ans, c'était de se dire aujourd'hui, lorsqu'on fait des cours de tracteurs écoles, on est contraint par les conditions climatiques. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait froid, c'est très compliqué. Donc le fait d'avoir des enjambeurs, ça permet de former tout au long de l'année, dans de bonnes conditions. Ça permet également aussi de former 8 apprenants en simultané avec un seul formateur, alors que les tracteurs écoles nécessitent un formateur pour un apprenant, parce qu'on est sur des postes à double conduite. On a aussi des mises en situation qui peuvent aller jusqu'aux limites de la situation à risque, chose évidemment qu'on ne peut jamais faire en vrai. Exactement. C'est aussi une des raisons qui pousse à aller vers la simulation aujourd'hui, je crois, c'est que ça permet de mettre en situation dite dangereuse, en fait, les former, sans pour autant les mettre en danger. Et leur faire prendre conscience du danger que peut représenter, si on ne respecte pas les consignes, si on ne respecte pas les règles, l'utilisation d'engins qui ont un centre de gravité qui est très haut, qui peuvent, sur nos terrains de Bourgogne, verser, liés aux pentes, etc. Ces apprenants se retrouvent ensuite, évidemment, dans le monde professionnel. Quel est le retour des vignerons, des viticulteurs sur cet outil une fois que les jeunes sont en exploitation? Alors, le retour des viticulteurs, on l'a eu aussi lorsqu'on a présenté ces simulateurs, puisqu'on a fait un petit peu, entre guillemets, tester ces simulateurs par des conducteurs d'engins aguerris. Ils ont été impressionnés par la réalité de ces simulateurs, bien entendu, comme on l'a vu dans le reportage. Et effectivement, lorsqu'on parle avec les viticulteurs aujourd'hui, ils sont intéressés aussi pour pouvoir, peut-être a posteriori, tester leurs chauffeurs de façon à vérifier s'ils ont bien des bons réflexes dans des situations justement qu'ils ne rencontreront pas normalement en situation réelle, enfin situation à risque. Situation de formation initiale et continue également? Et continue, alors formation pour adultes, donc formation continue dans le cadre du CFPPA, formation par apprentissage et les formations sur le lycée également pour les bacs professionnels essentiellement. Voilà. David Kruba, du côté de l'IFRIA, on vient de le voir aussi en illustration, avec cette modélisation d'une chaîne d'embouteillage. Alors, quel est l'intérêt? Parce qu'on peut former un stagiaire sur une chaîne d'embouteillage en réel. Ah, tout à fait. Alors, le gros intérêt de ce module de réalité virtuelle, aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies, c'est de pouvoir, déjà, dans un premier temps, travailler en toute sécurité. C'est le gros avantage de la réalité virtuelle. On évite la casse, on évite les pertes de matière, qui sont un enjeu quand même très très important pour les entreprises. Donc on essaye de limiter ça. Ça fonctionne? Je veux dire, quel est le retour de vos jeunes, de vos apprenants? Alors pour l'instant, c'est quand même tout récent, puisqu'on a débuté que l'année dernière, ces formations-là. Donc aujourd'hui, on a quelques retours qui sont plutôt positifs. Et quel est le ressenti par rapport à la manipulation d'une vraie chaîne de mise en bouteille? Alors le ressenti, il est... Avec les apprenants, c'est quelque chose de... Déjà, la nouveauté. Cette nouveauté qui fait que travailler en réel et travailler en immersion, parce que je rappelle que la réalité virtuelle, c'est une immersion totale. Et là, on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas faire en réalité, quoi.
Donc, quelque part, ça développe, comme la réalité virtuelle le dit, tous les sens. Et tous les sens sont en effervescence, moi je peux le dire. Et du coup, il y a une émulation qui se fait en termes de pédagogie, d'échange, et ça plaît beaucoup, quoi. Est-ce que ça permet de former davantage d'élèves ou est-ce que ça permet d'en former plus? Alors je ne dirais pas que ça en permet d'en former plus. Aujourd'hui, on est plus concentré sur 2 à 3 personnes en fait, par scénario sur lequel on va pratiquer. Et derrière, il y a un échange qui va se faire avec un autre groupe qui va être présent aussi, sur lequel il y a des corrections qui vont se faire. Donc en fait, on va travailler environ à 6 personnes. 6 voire 8 personnes, et les échanges sont très constructifs, quoi. Laurent Goud-Baron, même chose du côté du simulateur? Oui, je pense que pas former plus de personnes, bien qu'on peut augmenter la capacité de formation, mais ça permet de les former plus de temps sur la partie conduite. Alors, parce que les tracteurs d'école, encore une fois, on est sur une personne, un formateur. Là, ils peuvent passer beaucoup plus souvent. Ils peuvent passer en autonomie également, c'est-à-dire qu'on a des scénarios de formation et ils peuvent faire leur scénario de formation, faire leur déroulé de formation en autonomie. Et le formateur peut corriger à distance, faire le compte-rendu derrière, reprendre avec le jeune les points sur lesquels il est en difficulté, etc. Donc on les forme mieux et de façon plus efficace. En tant qu'organisme de formation, vous suivez donc toutes les innovations de la filière, et régulièrement? Alors, on essaye. On était il y a 2 ans sur un projet de simulateur de taille également avec AgroSub Dijon et puis l'Institut Image de Châlons. Donc c'est un simulateur qui, je pense, a été repris dans le cadre du projet PIX, dans le cadre du Vitilab. Donc voilà, cette année, on est sur la création d'un lab d'innovation en termes de viticulture. Avec tout ce qui tourne autour des drones, parce que c'est quelque chose aussi qui aussi fait partie de cette technologie, tout ce qui est l'innovation en termes d'impression 3D, mais l'impression 3D en fait au service de la création de maquettes échelle 0, ou échelle 1 plutôt, pardon, échelle 1, qui permet de se rendre compte et d'amener les jeunes en formation vers ces nouvelles technologies. Je crois que c'est ça qui est important, c'est ça qui joue aujourd'hui, c'est de donner l'envie aux personnes que l'on forme de se dire les nouvelles technologies sont au service de la technologie et ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté de la réalité. Voilà, il faut que ce soit ancré dans la réalité. On est au cœur de cette thématique de l'innovation technologique, au cœur de la formation. Laurent Goud-Baron et David Kruba. Je vais me retourner vers Jean-Philippe Lachaise. Laurent Goud-Baron vient d'évoquer à l'instant le Vitilab. Je voudrais qu'on en dise plus sur le Vitilab. Jean-Philippe Lachaise, je rappelle que vous êtes directeur d'ABC d'AVI à côté de Mâcon. C'est quoi Vitilab ? Alors Vitilab, c'est une structure qui a été imaginée au départ par la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire dans le but de répondre à une attente encore nouvelle qui est celle de l'arrivée progressive de la robotique, du numérique dans nos vignes. Donc pour répondre à un certain nombre de problématiques actuellement en cours. Donc par rapport à ce Vitilab et par rapport à l'établissement de Davaillé, le premier atout c'est d'abord la proximité. On est l'un en face de l'autre. Cet outil a vocation à répondre aux attentes de l'ensemble de la profession, intéressée par ces nouvelles technologies, sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière et pouvoir d'abord les expérimenter sur place. Pouvoir se dire ce qui existe sur le marché, ce qu'on peut créer, ce qu'on peut envisager. On parlait tout à l'heure de Fab Lab, c'est un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire de faire en sorte d'abord qu'un viticulteur puisse dire « moi j'ai besoin de telle technologie, de ce qui existe », de voir si je ne peux pas adapter aussi des choses concrètes qui soient fabriquées sur place pour répondre à une attente individuelle qui n'est pas forcément celle du voisin, mais aussi tester tout ce qui existe sur le marché actuellement, marché qui est effectivement en pleine expansion. Là, si je comprends bien, la formation ne fait pas que suivre les attentes des professionnels, mais là, vous la devancez, vous êtes un peu dans l'anticipation. Oui. Exactement, on est un petit peu dans l'anticipation, et ce qui est intéressant par rapport aux apprenants, qui seront demain les jeunes, les moins jeunes qui seront aux manettes de la viticulture, c'est pouvoir être dans une sorte de formation permanente. C'est-à-dire qu'il y a 10 ou 15 ans, on formait, j'allais presque dire, des jeunes et des moins jeunes qui étaient des produits finis, prêts à l'emploi. Et aujourd'hui, on forme des jeunes qui, par rapport à ces nouvelles problématiques, que ce soit évidemment la robotique, le numérique, mais aussi tous les enjeux liés au dérèglement climatique, peuvent continuer à se former perpétuellement. Et dans cette idée-là, je pense que le Vitilab a un rôle important à jouer, d'être un lieu de formation perpétuelle
qui sera au bénéfice de nos élèves aussi, mais de toute une profession d'une façon plus large. Faites-nous rêver 2 minutes tous les trois, si on se projette, allez, à horizon 5, 10 ans, c'est quoi l'innovation technologique? On va vers quoi? Laurent Gaudbaron? Moi, je dirais qu'on va vers quelque chose qui va améliorer les conditions de travail. La pénibilité du travail, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui, alors en viticulture, mais pas seulement, je pense dans tous les domaines d'activité, c'est quelque chose sur lequel l'innovation a une vraie carte à jouer. Et puis, innovation pour peut-être anticiper des... Alors, on parle beaucoup des problèmes climatiques, des problèmes au niveau des cultures, et l'innovation peut aussi nous aider à ce niveau-là, et je pense qu'il y a une vraie piste à explorer sur tout ce qui est alors l'intelligence artificielle aussi peut-être. Parce que là on parle des simulateurs, mais les simulateurs c'est l'intelligence artificielle avant tout, c'est-à-dire que le simulateur met en situation quelqu'un et réagit en fonction de ses actions. Donc c'est l'intelligence artificielle, mais qu'il faut encore, je pense, développer. David Kruba, Jean-Philippe Lachaise, des innovations sur lesquelles vous travaillez ou vous serez amené à travailler dans les années qui viennent? Alors, nous, on sera amené à travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui les usines du futur, donc les fameuses 4.0, qui effectivement développent tous ces outils numériques qui risquent de s'orienter aussi au niveau de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Et ça va nous permettre pour les entreprises, beaucoup, ça va être toute la partie performance industrielle, bien évidemment la traçabilité, enfin bon, tous ces indicateurs qu'on va pouvoir récupérer et pouvoir ensuite exploiter pour justement, comme vous disiez, mieux exploiter toutes ces données. Et puis derrière, donc, voilà, pour toute la partie sécurité, qualité, donc forcément que du mieux. Jean-Philippe Lachaise. Pour ce qui est du travail dans les vignes, effectivement, on parlait tout à l'heure de pénibilité. On voit arriver des prototypes d'exosquelettes qui permettent de diminuer les TMS, qui sont quand même une vraie problématique, qui auront pour but aussi peut-être d'améliorer l'attractivité de nos métiers. Puisque si Vita Bourgogne a été créé, c'est aussi pour résoudre un problème, celui de l'attractivité de nos métiers, puisqu'il y a une vraie pénurie de manœuvres, qui est souvent due justement à des représentations, des images qui sont parfois fausses, mais parfois vraies, et notamment sur la pénibilité. Et les innovations technologiques peuvent nous permettre de résoudre, au moins en partie, ces difficultés-là, et du coup d'amener des gens qui sont à la recherche de formation, à la recherche d'emploi, de façon très locale, mais qui ne pensent pas à la viticulture parce qu'ils s'imaginent que c'est extrêmement pénible, ce qui l'est, il faut le dire quand même, c'est pas des métiers faciles, mais pour autant, la technologie va permettre de diminuer un petit peu ces difficultés-là, et du coup d'aller chercher des gens qui ne connaissent pas la viticulture et qui auront envie de venir sur nos formations dans nos établissements pour trouver un emploi local tout à fait pérenne et durable. En tous les cas, je vous avoue être surpris très agréablement par le fait que vous soyez aussi précurseurs et autant dans l'anticipation à travers vos organismes respectifs. Merci en tous les cas infiniment à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci beaucoup. En Bourgogne, ce sont près de 40 000 vendangeurs à mobiliser chaque année pour assurer la récolte. L'année dernière, la précocité du millésime, on rappelle que les vendanges ont commencé en août, a favorisé une participation plus importante des étudiants, mais le contexte sanitaire a compliqué l'organisation avec, on l'a vu, la distanciation à mettre en place dans les vignes ou des mesures sanitaires exigeantes lors des repas ou de l'hébergement par exemple. Cette année encore, l'organisation et le recrutement sont un peu troublés par la situation sanitaire. Ainsi, le bouche à oreille, la solidarité familiale et la fidélisation des vendangeurs habitués jouent un rôle important pour cette récolte. Cependant, il y a des recrutements actifs et les structures déposent leurs offres d'emploi vendanges sur Vita Bourgogne. Plus de 60 d'entre elles recherchent encore à ce jour des coupeurs et des porteurs. Alors c'est une belle opportunité de s'essayer aux vignes à cette occasion, car les vendanges sont ouvertes à tous ceux qui sont motivés. Et oui, pas d'expérience requise. La convivialité de cette période vient compenser la fatigue, parce qu'effectivement les vendanges, c'est intense, mais c'est une belle fierté de contribuer à l'élaboration du nectar qui fait notre renommée dans le monde entier. Ce millésime est cultivé dans des situations climatiques compliquées, entre les gelées intenses et tardives, suivies d'épisodes de grêle, et les alternances de soleil et de pluie qui ont causé une pression sanitaire avec des périodes de pousse très intenses, des difficultés parfois d'aller dans les vignes à cause du sol imbibé d'eau, mais il y a quand même de belles grappes et les maisons et domaines sont tous dans les starting blocks. Illustration en images au cœur du domaine Juillot à Mercuret et en cave au sein de la maison Bichot à Beaune,
Regardez les images, on se retrouve juste après. On essaie de faire en sorte que ça reste quand même des moments conviviaux. C'est l'aboutissement d'une année de travail qui a quand même un partage avec un peu d'émotion en disant bah voilà, là c'est le fruit de notre école, ça, c'est pas biblique là, c'est concret. Il nous faut 70 personnes entre les porteurs, les coupeurs, les trieurs, les chauffeurs sur une dizaine de jours. J'ai des habitués qui sont au nombre d'une trentaine et qui viennent chaque année, et puis je fais appel aujourd'hui à une société de prestataires de services pour les 30 ou 40 autres personnes. Il y a un casse-croûte le matin que l'on fournit avec boisson. Quand il fait vraiment chaud, on fait une pause fraîcheur où on fournit de l'eau. Par contre, pour tout ce qui est l'équipe porteur et coupeur, ils sont autonomes au niveau de leur repas. Trieurs, videurs de caisse, laveurs de caisse, cavistes et chauffeurs de tracteurs, c'est du personnel que l'on nourrit. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait nos contrôles de maturité. Là, on va se lancer la semaine prochaine dans la phase préparation du matériel. Il faut le remettre en place, il faut le nettoyer. Il vaut mieux régler les problèmes en amont que de régler les choses en urgence. Nous sommes à Beaune, dans une des cuveries de la maison Albert Bichot, et qui est un site à la fois de vinification et à la fois d'élevage. Les vendanges, c'est l'aboutissement d'un travail de nos vignerons et de nos vignerons partenaires, et tout le monde a envie de bien faire. Donc cette organisation, elle commence très en amont, puisque dès le mois de juin, juillet, on va faire énormément de déplacements de fûts, s'assurer que toutes les pièces qui sont ici et qui sont destinées à être engagées dans des cuvées soient vidées et nettoyées, procéder à des assemblages, procéder à des relogements, orienter les vins vers les futures cuvées. Derrière tout ça, il y a des femmes, il y a des hommes, et c'est des gens qu'on met en ordre de bataille très tôt pour s'occuper de la vendange à venir. Puis il y a aussi les équipes qu'on va constituer, et ça aussi ça fait partie de l'attrait des vendanges et de ce qui est apprécié ici, puisque le fait d'accueillir des personnes de l'extérieur à ce moment-là, c'est une richesse qui est assez extraordinaire. La formation se fait très vite, et d'ailleurs heureusement, puisque si on avait à recruter que des gens qui sont déjà totalement formés, on aurait vraisemblablement des soucis. On a également une organisation pour les accueillir plus que correctement. Il y a des casse-croûtes qui sont offerts en matinée, on va les nourrir dans des bonnes conditions. Il y a en général une pelée à la fin des vendanges. Les vendanges sont un moment très important, et évidemment, nous, c'est le point d'orgue de l'année. On vit toute l'année pour ça, c'est un moment que tout le monde attend. 6e et dernière table ronde de ce rendez-vous. Alors, on va revenir sur Vita Bourgogne, et maintenant qu'on a entendu tous ces témoignages, eh bien, qu'est-ce qu'il en ressort? Quelles sont les perspectives pour Vita Bourgogne, les dispositifs, les projets à venir? Autour de cette table, j'accueille Marion Sauquer, directrice de la CAVB, la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne. Bonjour. Pierre Gernel, directeur de l'UMVGB, donc l'Union des maisons de vin de Grande Bourgogne. Bonjour. Bonjour Pierre. Christian Morel, vice-président à l'agriculture, à la viticulture et à l'agroalimentaire au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Bonjour. Et Christian Vanier, directeur du BIVB, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Christian, bonjour. Bonjour. Alors je le disais, on en a appris énormément aujourd'hui sur Vita Bourgogne à l'occasion de cet anniversaire, avec des témoignages complémentaires, enrichissants. Vita Bourgogne, c'est quoi? C'est ça? Un éventail de propositions, d'actions, de synergies, telles qu'on vient de les voir à travers ces différentes tables rondes? Tout à fait, oui, c'est bien ça. C'est la mise en valeur d'un réseau d'acteurs et de partenaires pour favoriser l'emploi en viticulture en Bourgogne. Pierre Gernel? C'est la mise en relation de la filière des vins de Bourgogne avec tous les candidats potentiels à l'embauche. Voilà, c'était vraiment la volonté au niveau de la filière d'avoir un discours construit, un discours de marque, on peut le dire, avec le mot Vita Bourgogne, pour parler notamment aux jeunes. On sait qu'on doit se renouveler à ce niveau-là. Donc c'était vraiment la volonté de s'adresser à eux et de créer vraiment une relation pérenne qui, j'espère, va durer dans le temps. Même vision des choses, Christian Vanier, du côté du BIVB? Oui, bien sûr, et on rajouterait une dimension territoriale, important que nos vignobles rendent à leur territoire ce qu'il leur a apporté. On est en Bourgogne, donc par l'emploi, on renvoie vers notre territoire une partie de la richesse que nos vins produisent, puisqu'on a des vins qui se portent pas mal. Territoire, un mot, je crois, auquel vous êtes attaché, Christian Morel, pour la région. Oui, tout à fait. Je crois que la région aujourd'hui a la compétence formation, la compétence emploi. Donc, oui, d'être autour de cette table avec les professionnels qui ont créé il y a un an Vita Bourgogne. Et il y a vraiment un travail à faire pour le territoire. Je crois que les vins, c'est de la valeur ajoutée sur le territoire, c'est la famille du territoire. Donc, on aura deux choses à faire. On aura créé d'emplois et faire vivre ces territoires. Alors, on a vu beaucoup de choses, évidemment, à travers les différentes tables rondes auxquelles on vient d'assister. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si ces actions vont perdurer dans le temps, si elles ont vocation à s'inscrire dans la durée, ce que vous mettez en place chez Vita Bourgogne.
Si je peux me permettre de répondre, je pense que oui, parce qu'on est de plus en plus dans une logique, on voit bien, de pénurie d'emplois sur notamment ce qu'on appelle l'emploi de production, depuis l'amont, la viticulture, la vigne, jusqu'à la mise en bouteille. Et on sait bien que cette pénurie, ce phénomène, est appelé à perdurer. On est dans une région qui est placée entre deux grandes métropoles, Paris et Lyon, qui attire beaucoup de jeunes. Donc c'est un phénomène structurel qui peut durer. Et donc clairement, Vita Bourgogne est appelé à durer le plus longtemps possible. On l'a vu, l'emploi était au cœur des échanges. Avec cette pénurie de main-d'œuvre, on l'a explicité. Au quotidien, les actions de Vita Bourgogne, c'est aussi de chercher à convaincre, à rejoindre ces filières à travers ces nouveaux métiers qui évoluent. On l'a vu également, Marion. Oui, ce que je dirais, c'est que l'année qu'on vient de passer a peut-être un peu troublé notre campagne de communication, la mise en place de relationnels, de mise en relation des candidats et des employeurs. On espère que la situation sanitaire s'améliorant, on va pouvoir mettre en place autre chose que des médias classiques ou des médias digitaux, pour pouvoir vraiment maintenant favoriser la mise en relation directe des employeurs, des candidats et des organismes de formation le cas échéant. Concrètement, vous parlez, j'imagine, d'événements présentiels. Il y a des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi ou qui pourraient se mettre en place si la situation, évidemment, s'améliore? Pouvoir mettre en place des systèmes de job dating, des portes ouvertes dans les domaines, des formations dating, enfin voilà, pouvoir vraiment aller au contact du candidat pour pouvoir lui préciser le métier en tant que tel, qui est très très large. Il y a une vraie polyvalence dans les métiers qui sont proposés à la viticulture. Et il n'y a rien de mieux que d'écouter le futur employeur, le viticulteur passionné par son métier, pour venir intégrer ensuite ces différents métiers. Avec une double approche, je crois, Marion Sauquer, que évidemment vous allez vous intéresser à convaincre les jeunes, mais aussi les vignerons, les domaines, à rejoindre Vita Bourgogne et à leur démontrer l'intérêt qu'ils peuvent avoir aussi de cette démarche. Oui, parce qu'en fait, c'est une démarche, comme ça a été explicité, qui a été créée à l'appel des professionnels. Aujourd'hui, donc ça a 1 an, la plateforme a été mise en ligne il y a 1 an. Néanmoins, aujourd'hui, on a un gros travail, nous, au niveau de nos instances, pour que nos professionnels, à prendre notre bâton de pèlerin, pour que nos professionnels s'approprient vraiment cet outil qui est à leur disposition, qu'ils s'en saisissent, pour qu'on puisse derrière, que le phénomène s'amplifie, qu'ils nous posent des offres d'emploi, qu'on puisse les accompagner aussi sur des processus de recrutement, gestion de conflits, qu'on puisse les aider en fait dans toute cette notion de gestion de ressources humaines, parce que le viticulteur, il est avant tout producteur de raisins. Néanmoins, on lui demande aussi de gérer de la ressource humaine, de faire de l'administratif, de vendre du vin. Donc tout ça fait que notre challenge demain, au niveau de nos organisations professionnelles, c'est de les accompagner pour gérer au mieux ces processus de recrutement. De ce qu'on en voit aujourd'hui, ça a l'air plutôt bien parti en tous les cas. Oui. Tout à fait. Dans les événements qui sont prévus, je crois qu'on a le village des recruteurs à Dijon le 30 septembre, la ferme Côte d'Or à Dijon et la fête des grands vins de Bourgogne à Beaune en novembre. Qui peut nous en toucher un mot parmi vous? Alors sur la fête des grands vins de Bourgogne, je peux vous en toucher 2 mots. C'est un événement qu'on organise tous les ans. On accueille en général, je ne sais plus d'ailleurs, 6 ou 7 000 visiteurs. Il va falloir le gérer au niveau de la situation sanitaire. Mais donc là, on est en direct avec le grand public. Et donc on se dit que c'est une occasion, parce que les viticulteurs mettent à disposition leur production, leur vin. C'est vraiment une occasion pour mettre en relation les viticulteurs avec du grand public. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans cet événement-là. Donc ça peut être l'occasion de parler de Vita Bourgogne et de présenter les 6 ou 7 métiers de la vigne et du vin. Pierre Janel, vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, pour les autres événements, en fait, clairement, ça s'inscrit dans cette stratégie relationnelle d'aller sur le terrain via les différents canaux, que ce soit un événement grand public, que ce soit via des opérations de job dating, de salons professionnels. Ça peut être aussi l'idée de faire au niveau de notre filière notre propre, par exemple, week-end de porte ouverte. C'est quelque chose auquel on pense. Alors bien sûr, tout ça, jusqu'à présent, on a tout ça dans les cartons depuis 1 an et demi, 2 ans, et bien entendu, avec ce qui se passe, on n'a pas pu le déployer. Il faut aussi parler de la convention qu'on a avec le rectorat présent. On sait qu'on est officiellement maintenant présent dans le catalogue des offres pour intervenir dans les collèges, dans les lycées, pour parler de nos métiers. Et tout ça s'inscrit vraiment dans une stratégie relationnelle de réseau à long terme sur l'ensemble du territoire de la région.
Christian Vanier, pour le BIVB, c'est important, voilà, cette visibilité à l'extérieur. Ce qui est important, c'est de résoudre ce petit paradoxe qui est qu'on a des vins qui ont une forte puissance d'image. Les gens viennent, les jeunes, comme l'a dit Marion, viennent à nos événements viniques. Et puis, quand on veut transformer ça en projet de vie, on a rencontré cette difficulté de faire cette transformation. Et donc, tout l'enjeu de Vita Bourgogne, c'est de montrer que l'attirance qu'on peut avoir pour ce produit peut devenir un projet de vie. Donc, toute action est bonne. Et il y a un moment spécifique, et Marion en parlerait mieux que moi, mais c'est les vendanges. On recrute beaucoup de gens au moment des vendanges. Comment on peut transformer au moment de ces recrutements des gens en tu peux faire quelque chose de plus dans notre viticulture. Même si tu as 35 ans, tu peux revenir à la ville. Il y a du travail, et un travail qui est plutôt bien payé. Soyons, à un moment donné, il faut parler de choses comme ça. C'est un travail dur, la vigne, mais c'est aussi un travail qui est bien payé. Comment on fait revenir les gens en territoire, Christian Morel? Comment on arrive à les convaincre, au-delà finalement de cet univers vitivinicole? Voilà, parce qu'au-delà de l'univers vitivinicole, on a nombre de métiers qui sont en souffrance par rapport à l'emploi. Je parlais du bâtiment, je parle d'autres choses comme les métiers, dans l'ensemble des métiers de l'agriculture. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'au-delà des métiers ruraux, on développe aussi l'attractivité du territoire. Je crois qu'il faut que nos jeunes demain retrouvent un territoire dans lequel ils ont envie d'être, ils ont envie de vivre. Comme l'a dit Madame tout à l'heure, on a quand même deux pôles importants, le pôle parisien et le pôle lyonnais, qui sont les zones d'attractivité. Et je crois qu'il faut rendre nos campagnes, il faut rendre notre réalité plus attractive à mon avis. Donc il y aura un travail important à faire entre l'ensemble des professions rurales et les EPCI, et les départements, et la région bien sûr, pour rendre ces territoires attractifs. Je crois que l'un ne se fera pas sans l'autre. Je crois que sur le site internet de Vita Bourgogne, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté apparaît comme l'un des partenaires privilégiés. C'est précieux pour vous, ces partenaires qui vous aident au quotidien? C'est essentiel déjà, sur le plan financier, parce que Vita Bourgogne, c'est toute une stratégie de communication digitale, médias, événementielle, relationnelle, donc ça nécessite des moyens. Et au-delà de ça, c'est s'appuyer sur les partenaires qui sont naturels au niveau de cette mission d'aménagement du territoire, d'aide à l'installation, enfin à l'embauche de ces candidats. Donc c'est bien sûr primordial. On a, je pense, tenu à montrer que la filière était capable de prendre le taureau par les cornes et de se dire on veut maîtriser notre destin. On a effectivement cette chance d'exporter des vins dans le monde entier, mais on constate qu'on a du mal à recruter des fois des jeunes qui sont à 10-15 km de l'exploitation, ce qui peut paraître paradoxal. Et on s'est effectivement dit, on va essayer de trouver la solution. Et cette solution, c'est pas juste une solution de communication sur un emploi ou une formation, c'est global, c'est effectivement le sujet du logement, le sujet du transport. Et pour cela, il faut bien sûr qu'on travaille avec la région, avec l'interprofession. Vous avez vu ce nuage de mots qui est derrière nous. Si vous deviez, pour conclure cette table ronde, retenir un mot et puis faire votre petite conclusion de table ronde à partir de ce mot-là, vous choisiriez quel terme, Marion Socquer? Je choisirais le terme fidéliser. Fidéliser le candidat pour rebondir sur justement un vendangeur qui pourrait se trouver une nouvelle vocation dans un métier particulier. La fidélisation liée à l'emploi. Voilà. On ne vend pas du rêve, on vend de la réalité, mais justement on ramène aussi cette réalité qui est parfois pas connue. Christian Vanier? En perspective. Parce que je pense qu'on peut donner une perspective de vie, un sens à sa vie en venant travailler pour un magnifique produit qu'est le vin de Bourgogne. Pierre Gernel? J'avais envie d'une perspective, donc je vais prendre mise en relation parce que je pense qu'au final, c'est ce qu'on veut faire, c'est tout simplement créer du lien, c'est créer du lien dans la durée. Voilà. Christian Morel? J'aurais pris un terme qui me tient à cœur, c'est le terme partenariat, comme on l'avait entendu tout à l'heure, à un moment donné. Donc c'est ça, c'est de créer du lien entre l'ensemble des acteurs d'un territoire, l'ensemble des acteurs du territoire. On a une belle mission, je crois que le vin de Bourgogne est un vin reconnu sur la planète entière. Je crois qu'il est dommage aujourd'hui qu'on bute sur l'emploi. Donc je crois que c'est mettre tous les acteurs, l'ensemble des acteurs du territoire pour accompagner la filière viticole, pour pallier à ce manque, surtout quand on connaît quand même le nombre de jeunes aujourd'hui en déshérence, le nombre de jeunes aujourd'hui à qui on doit pouvoir offrir un travail. Je crois que l'ensemble des fruitières de l'agroalimentaire peuvent le faire, donc on va créer des partenariats. En tous les cas, toutes celles et ceux qui se sont succédés à travers ces tables rondes sur ce plateau ne manquent pas d'arguments pour vous convaincre, vous qui nous regardez. Merci en tous les cas à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation. Merci pour cette belle synergie.
Avant de vous quitter, quelques remerciements. Merci à ceux qui ont permis de rendre possible cet événement. Le BIVB, bien sûr, le Fonds social européen, la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce fut un réel plaisir d'animer ces différentes tables rondes. J'espère que vous aurez de votre côté également apprécié cet événement. N'hésitez pas à rester connecté à Vita Bourgogne, sur les réseaux sociaux évidemment, Facebook, LinkedIn, Instagram, pour continuer à suivre l'actualité des métiers de la vigne et du vin de Bourgogne. Belle continuation, belle vendange à toutes et à tous. À très bientôt. There's a joint on the corner where the big boys play.